Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres et aujourd'hui ensemble, nous poursuivons notre lecture commentée de Madame Bovary de Flaubert avec le résumé du chapitre 9, partie 3. Vous vous en souvenez, au chapitre précédent, Emma était morte après avoir ingéré volontairement de l'arsenic qu'elle avait trouvé chez Homais. Effectivement, notre personnage principal s'était senti acculé au suicide puisque son créancier, donc l'heureux, lui réclamait tant d'argent qu'elle allait voir sa maison saisie. Donc, face au déshonneur, elle a décidé, dans un élan de romantisme, donc pour faire comme dans ces romans qu'elle admire tant, de mettre fin à ses jours. Emma espérait une fin heureuse, calme, vraiment s'éteindre tout simplement, comme c'est dit plutôt, juste dormir, continuer à dormir. Mais en fait, Flaubert va s'attacher dans le chapitre 8 à décrire la réalité la plus crue de la mort par empoisonnement, c'est-à-dire qu'il s'est renseigné pour vraiment donner les moindres détails de l'agonie d'Emma. Eh bien, c'est dans cette veine-là qu'il va poursuivre lors du chapitre 9. Le chapitre 9, donc le chapitre qu'on commente aujourd'hui, va être consacré à la veille du cadavre d'Emma. Et là aussi, Flaubert va s'attacher à donner des détails réalistes qui vont représenter la mort dans toute son horreur, au-delà des clichés romantiques. Alors, que va-t-il se passer? Donc, on va parler de la veille du cadavre d'Emma. La veille, c'est le temps qu'il s'écoule entre la mort d'un personnage et la mise en bière, c'est-à-dire l'enterrement. À l'époque, au XIXe siècle, quand quelqu'un mourait ainsi dans les campagnes, on ne laissait pas le cadavre seul. Des personnes, généralement des proches de la famille, venaient le veiller. Et c'est ce qui va se passer là. Tout d'abord, au début, on a un petit passage dans lequel on apprend que Homais, le voisin tant attentionné, mais qui est quand même la cause de la mort d'Emma en un sens, puisque c'est lui qui avait l'arsenic, il invente un prétexte à la mort d'Emma. Il va inventer une fausse raison pour que les gens ne sachent pas qu'elle s'est suicidée, ce qui était évidemment à l'époque une grande honte. Donc vous avez le passage, page 421, pardon. Il explique qu'Emma est morte par erreur après avoir confondu l'arsenic et le sucre en faisant une crème à la vanille. Et il écrit un article à ce sujet dans le journal pour que ça se sache. Puis commence la veille du cadavre. Alors, qui sont les proches qui vont venir veiller Emma? Eh bien, parmi toutes ses connaissances à Yonville-l'Abbaye, parmi ses anciens amants, personne vraiment ne se manifeste. Et les deux qui vont venir à ses côtés sont Homais et Bournisien. Il y a Charles aussi qui est dans la maison, mais qui est tellement anéanti de douleur qu'en fait, il est très peu près d'Emma. Et c'est plutôt Bournisien et Homais qui restent à ses côtés. Ce passage est l'occasion pour Flaubert de mélanger deux registres, le tragique et le comique. On l'a déjà dit à de nombreuses reprises dans notre lecture commentée de Madame Bovary, l'auteur aime jouer sur cette tension entre le registre comique et le registre tragique. Déjà parce que ça crée un style évidemment, mais aussi parce que la présence du comique renforce l'horreur du tragique et vice-versa, la présence du tragique renforce le comique. Alors, dans cette scène de la veille du cadavre d'Emma, qui sont nos éléments comiques et qui sont nos éléments tragiques? Eh bien, le comique, c'est les disputes qui existent entre Homais et Bournisien. Effectivement, dans ces deux hommes qui viennent veiller Emma sont très différents. On s'en rappelle, Homais, il se croit bourgeois, il est bourgeois, mais il est bourgeois intelligent. Il pense être intelligent, il pense être héritier des Lumières. Il cite toujours Voltaire, il est pour le progrès avec un P majuscule. Il est anticlérical contre la religion. Évidemment, Bournisien, qui est le curé, est beaucoup plus conservateur et il croit en la religion, il est contre Homais. Et donc ces deux-là, qui sont au chevet d'Emma, plutôt que de respecter la morte, vont se disputer, et en fait comme des arracheurs de dents, ce qui va donner lieu à des scènes très comiques, comme par exemple, page 424, « Lisez Voltaire, disait l'un, lisez d'Holbach, lisez l'encyclopédie ». Et l'autre répond, donc cette fois Bournisien, « Lisez les lettres de quelques juifs portugais », disait l'autre, « Lisez la raison du christianisme par Nicolas, ancien magistrat ». Donc des disputes qui contrastent immédiatement avec le tragique que tient en lui le personnage de Charles. Charles, le mari anéanti par la mort de sa femme, qui en plus est en train de vivre une véritable fascination morbide pour le cadavre d'Emma. Il remonte toujours à ses côtés. Et donc Flaubert met en scène cette dualité tragique-comique
en faisant coexister les passages de registre comique avec les passages de registre tragique. Si vous revenez à la page 424, donc juste après la dispute entre Homais et Bournisien, on voit Charles qui remonte les escaliers pour voir Emma. Une fascination l'attirait, il remontait continuellement l'escalier. Donc voilà, pendant la veille du cadavre d'Emma, une dualité entre tragique et comique. Par ailleurs, le personnage de Charles est intéressant dans ce chapitre car il fait preuve vraiment d'un amour tout à fait bouleversant. Rappelez-vous, Charles, c'est quand même le personnage qui a ouvert le roman. Le premier chapitre de la première partie est consacré à Charles. C'est un symbole, c'est quand même le personnage principal d'un côté du roman. C'est d'ailleurs son nom que porte Emma sur la couverture du livre, dans le titre du roman. C'est un personnage principal et là on le voit vraiment déchiré par la mort d'Emma. Il en est même à adopter des croyances qu'Emma aurait pu partager. Disons qu'il tente en fait, c'est dit à un moment, Emma le corrompt par-delà la tombe. Il tente de se rapprocher d'Emma en soutenant des attitudes qu'elle aurait pu soutenir. Comme par exemple, page 425, il se rappelait des histoires de catalepsie, les miracles du magnétisme, et il se disait qu'en le voulant extrêmement, il parviendrait peut-être à la ressusciter. Une fois même, il se pencha vers elle et il cria tout bas « Emma, Emma !» Son haleine, fortement poussée, fit trembler la flamme des cierges contre le mur. Voilà, donc Charles, qui pourtant est officier de santé, qui devrait être homme de science, adopte des croyances occultes, tout simplement parce que Emma, elle, aurait pu croire dans ces histoires de ressusciter les morts. Donc il penche vraiment, il tente de se rapprocher d'Emma, il refuse de la laisser partir. Cette tendance, elle se retrouve aussi un peu plus tôt dans le chapitre, à la page 422, quand Charles doit énoncer ses volontés pour l'enterrement d'Emma. On lui demande dans quelles conditions doit se faire l'enterrement, et il dit « Je veux qu'on l'enterre dans sa robe de noces, avec des souliers blancs, une couronne. On lui étalera les cheveux sur les épaules, 3 cercueils, un de chêne, un d'acajou, un de plomb. Qu'on ne me dise rien, j'aurai de la force. On lui mettra par-dessus tout une grande pièce de velours vert. Je le veux, faites-le. » Ces messieurs, donc Homais et Bournisien, s'étonnèrent beaucoup des idées romanesques de Bovary. Effectivement, ce sont des idées absolument romanesques. D'ailleurs, cette présentation, la robe blanche, les souliers blancs, la couronne, les cheveux étalés sur les épaules, c'est l'image classique, c'est quasiment un topos de la littérature romanesque. C'est typiquement, effectivement, ce qu'aurait voulu Emma. Par conséquent, on voit que Charles tente de se rapprocher d'Emma. En fait, Flaubert crée un portrait véritablement pathétique du pauvre homme qui n'existait qu'à travers sa femme et qui ne peut supporter de la voir partir. Et effectivement, on verra au chapitre suivant que Charles ne survivra pas bien longtemps à Emma parce qu'il ne peut pas vivre sans. Le portrait de la société que dresse Flaubert après la mort d'Emma est contrasté. D'un côté, il y a la bêtise et l'absence de ceux qui importaient pour Emma, c'est-à-dire Léon, qu'on n'a toujours pas vu, Rodolphe, qui n'est pas venu même présenter ses condoléances, et Homais, qu'on côtoyait quand même souvent. Donc ils sont caractérisés soit par leur bêtise, soit par leur absence. Et au contraire, cette bêtise et cette absence contrastent avec le désespoir de ceux qui aimaient Emma, mais qui ne lui importaient pas. Donc en gros, les personnes qui importaient pour Emma de son vivant se montrent très ingrates, alors que les personnes qu'Emma ne considérait plus vraiment sont ceux qui lui témoignent un véritable amour. Parmi elles, bien sûr, Charles que Emma a détesté pendant toute la durée de leur mariage, Justin, qu'elle n'a jamais regardé, qui était amoureux fou et qui va donc finir par fuir, et Rouault, le père Rouault, donc le propre père d'Emma, à qui elle ne donnait pas beaucoup de nouvelles, et qu'elle n'avait pas vu depuis des années, puisqu'on sait que le père Rouault n'a même pas fait connaissance avec Berthe, avec sa petite fille. À la fin du chapitre, à la toute fin, le père Rouault arrive. Donc le père Rouault arriva, il s'évanouit sur la place en apercevant le drap noir. Donc voilà, un portrait comique de la bêtise qui contraste avec le désespoir des gens qui aimaient Emma. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter la vidéo d'analyse qui l'accompagne et à bientôt sur DigiSchool.